Bonjour, on va parler communication et réseaux sociaux puisque c'est d'actualité en ce moment avec François Gombert. Vous êtes stratège en communication d'influence, en gestion de crise. François Gombert, vous avez une très très belle expérience. Vous travaillez avec des très grandes marques. Vous avez travaillé pour des grandes collectivités. Vous êtes intervenant en MBA. Et vous avez aussi votre agence aussi qui s'appelle Engagement. Exactement. Avec ce slogan: en communication, tout objectif flou mène à une connerie précise. C'est du Michel Audiard, très stratège, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui fait que vous avez la confiance de plus en plus de grandes marques. Je peux vous raconter l'histoire de cette phrase, si vous voulez. J'étais très jeune, j'ai commencé à travailler très jeune, à 19 ans, ou à peine 20 ans. Et à 23, 24 ans, je me retrouve face au vice-président d'une très grande entreprise mondiale de bière, spiritueux, etc. Et mon patron m'envoie présenter la stratégie numérique pour le groupe, qui était donc, je peux vous le dire, les brasseries Kronenbourg et les Carlsberg. Et donc, le vice-président marketing de l'époque ne dit pas un mot pendant ma présentation. Donc, c'était quand même très déstabilisant. Et à la fin, il me fait approcher et il me dit: vous savez, en communication, tout objectif flou mène inéluctablement à une connerie précise. Revenez la semaine prochaine. Ça ne m'a plus jamais quitté. Et vous avez un blog qui est passionnant, pertinent, qui s'appelle Comme on en parle, animé par François Gombert. Tout à fait, qui est un podcast avant où j'interviewais des personnalités de la publicité, de la communication, des médias comme Jacques Séguéla ou Mercedes Serra, et qui, par effectivement manque de temps, n'est plus qu'une version newsletter hebdomadaire, toujours sur la communication dans la société, le marketing, l'influence, la publicité, des affaires publiques. Alors, je voulais parler avec vous, évoquer les réseaux sociaux. C'est d'actualité, l'interdiction prochaine, sans doute, peut-être, des réseaux sociaux aux mineurs. On nous explique que les réseaux sociaux sont un danger pour les mineurs, pour leur santé mentale. Mais avant d'aller au fond de votre analyse, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être aussi un danger pour la santé mentale des adultes quand on voit le flot parfois d'inconséquences, de fausses infos, de déformations, de haine parfois qui circulent sur tous ces réseaux? Vous allez me dire, dans la question, il y a peut-être un bout de réponse aussi. Oui, alors effectivement, vous posez la question, mais vous me donnez la réponse un petit peu. Je vais pas vous donner la réponse que vous me proposez, mais les réseaux sociaux, ça peut être très bien, comme ça peut être très dangereux. Je veux dire, interdire les réseaux sociaux, c'est pas comme interdire la drogue. La drogue, on le sait, ça, on connaît les faits. Je veux dire, on peut répéter 1000 fois l'expérience, ça donnera toujours le même résultat, c'est-à-dire un effet très négatif et très dangereux pour la santé. Les réseaux sociaux, ça peut permettre aux gens d'apprendre des choses, d'avoir d'autres opinions, mais encore faut-il savoir sortir de la bulle de filtre, ce qu'on appelle la bulle de filtre, c'est-à-dire si vous suivez des gens qui ont toujours le même avis, effectivement, ou qui n'ont qu'un avis, ou un avis unique, vous allez penser comme eux et vous allez vous enfermer dans cette bulle de filtre. En revanche, si vous savez vous servir des réseaux sociaux, mais pour ça, alors pour les adultes, c'est un peu problématique si ça ne savent pas s'en servir parce que ça leur fait dire beaucoup de conneries et parfois les amène à la haine, à la menace, et je pense qu'ils ne mesurent même pas ce qu'ils font, ce que ça peut engendrer. On l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu dans plein d'autres cas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, je parle d'adultes, qui ne maîtrisent pas du tout, en tout cas qui ne mesurent pas du tout l'ampleur que peuvent prendre des déclarations sur les réseaux sociaux qui peut-être se disent-ils, ce n'est que Facebook ou Twitter ou que sais-je, ou TikTok. Je vais vous répondre sur les adolescents, les gamins, j'allais dire. J'ai un petit garçon, un garçon de 12 ans. J'ai pas attendu que Monsieur Forchur, Emmanuel Macron, nous dise on va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Enfin, je veux dire, ça me paraît délirant qu'on en arrive à un niveau de normativité tel qu'on arrive en réalité, le problème qui se cache derrière ça, c'est le flicage, parce que tout parent devrait prendre conscience
mais c'était exactement le même problème avec la télé, ça a été le même problème avec Internet et c'est le même problème avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que soit on éduque son enfant à comprendre les risques, les enjeux, etc. des réseaux sociaux, ou à ne pas lui laisser accès aux réseaux sociaux. Mon fils, moi, il va pas sur les réseaux sociaux, il va pas sur TikTok, il va pas sur Instagram, il va pas sur Facebook, il va pas sur Twitter, il va sur rien, parce que voilà, il a des petites boucles WhatsApp avec ses copains et c'est surveillé. Enfin, c'est surveillé par ses parents, sa maman et moi, mais ça va pas plus loin. Mais il faut l'éduquer à comprendre tout ça. Enfin, je veux dire, s'il faut faire un flicage, je sais même pas comment ils vont faire. Ils vont prendre une photo, ils vont prendre l'identité. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est un problème de flicage global de tout. Bien sûr. C'est pas tellement. Enfin, je ne vois pas comment on peut interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Je pense que c'est. Ou alors, on considère que les gens, les Français en l'occurrence, sont tous des veaux. Et on rentre dans une espèce de régime dictatorial, ou alors on considère que les gens qui ont des enfants, et surtout au moment où les gens n'ont plus d'enfants, enfin, je veux dire, pardon, je digresse un peu, mais on dit qu'il faut alors on est en guerre pour on est en guerre pour tout, mais le choc de natalité, je ne sais quoi, on n'a jamais eu autant d'hôtels No Kids, la SNCF qui se vautre sur son offre business Optimum en la faisant passer pour un espace sans enfants, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Ils ont envoyé le mauvais message. Ils ont envoyé, au lieu d'envoyer le message tranquillité, ils ont envoyé le message ghetto, c'est-à-dire le message tranquillité. Vous êtes en première Optimum, vous avez la tranquillité pour travailler parce que ces places sont très chères. Et ils ont envoyé le message interdit aux familles et aux enfants. Donc le message ghetto. Et en fait, c'est une erreur de communication, mais c'est révélateur de ce que notre société aujourd'hui est. On est vraiment dans cette espèce de truc. Le patriarcat, pour moi, n'existe plus depuis très très longtemps. Alors je sais que beaucoup de féministes disent le contraire, et je vais encore me faire beaucoup d'amis, mais bon, j'ai l'habitude. Mais là, on est passé sur un espèce de paternalisme dictatorial délirant où on va tout fliquer. C'est la facturation électronique en 2026, pardon. C'est-à-dire qu'on va savoir si la boîte qui vend des téléphones, on va savoir qui a acheté le téléphone avec le numéro IMEI, etc. Tout va être à la DGFiP. Enfin, bon, le flicage absolu, les gamins sur leur téléphone, flicage absolu. On est vraiment, enfin, je veux dire, je préférerais avoir des caméras dans le métro ou dans la rue pour surveiller si jamais je me fais attaquer. Oui, mais est-ce que cette interdiction des réseaux sociaux, en réalité, ce n'est pas qu'un prétexte? Il fallait trouver quelque chose pour demander une carte d'identité à chaque personne qui s'inscrit et qui est sur un réseau social. Et alors, comme ça, on va pouvoir voir le nombre de j'aime à tel poste qui gêne le pouvoir. Je ne vais pas vous le dire. Non, mais vous avez envie que je vous dise ça et je ne peux pas vous dire ça parce qu'en réalité, je n'en sais rien. Je le crains, en revanche. Je crains que derrière tout ça, il y ait cette idée-là. Mais ça n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Ça a commencé avec les sites porno. Alors je suis pas un expert au site porno, mais alors là, les noms vont peut-être me revenir. Bon bref, les sites porno aujourd'hui ont préféré les sites mondiaux, alors pas genre Pornhub ou des choses comme ça, ont préféré fermer boutique en France, donc se priver de toute l'audience française. Plutôt que de répondre. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Europe partout. Je ne me suis pas vraiment intéressé. Propre à la France, surtout propre à la France. Je crois que c'est propre à la France. Et donc, ils préfèrent fermer boutique, se priver de l'audience française, donc des revenus publicitaires, etc., que de dire vas-y, montre-moi ta photo d'identité et ton passeport. Parce que ça devient des éléments de flicage. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans un autre monde? Parce que François, il y a 50 ans, on va remonter à 50 ans, une personne qui était communiste, elle était abonnée à l'Humanité. Elle s'abonnait, personne ne le savait. Aujourd'hui encore, hein. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne le savait. Il n'y a que l'Humanité et l'Humanité lui envoyait le journal, il n'y a que le postier à la limite qui distribuait l'Humanité, qui le mettait dans sa boîte aux lettres, qui savait que cette personne, qui connaissait les opinions politiques de cette personne. Personne dite d'extrême droite était abonnée à Minute, c'était la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a terriblement changé. Tout est sur la place publique, on met sa carte d'identité, l'État devient un intermédiaire qui contrôle tout et qui sait tout via ces réseaux.
Si vous voulez, je peux vous donner des exemples de prompts qu'on peut mettre dans une IA, ChatGPT, Gemini, Claude, qui est d'ailleurs une IA vraiment qui dépasse les LLM, qui devient vraiment très très puissante. Vous rentrez ce prompt et on vous répondra, si vous l'utilisez précisément, pour qui vous votez, ce que vous pensez. Et tout ça est enregistré dans des bases de données, non pas en France, mais globalement plutôt aux États-Unis. Et ces données-là, où est-ce qu'elles vont? Je ne sais pas. Qui peut les acheter? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils les vendent? Est-ce qu'ils ne les vendent pas? Est-ce qu'elles sont commandables? Est-ce que la justice française peut demander ou pourra peut-être demander demain, on voudrait avoir toutes les communications de un tel dans le cadre de tel procès en tout cas, excusez-moi, toutes les communications qu'il a eues avec une intelligence artificielle pour pouvoir ajouter ça au dossier. Parce que, alors ça peut être très justifié, je peux comprendre qu'on mette tout sur le dos du terrorisme ou de la pédopornographie, mais ça me paraît quand même très inquiétant qu'on puisse apporter, c'est même plus des conversations privées, c'est des conversations avec un espèce de robot. Entre soi-même, parfois. Oui, voilà, c'est un peu un miroir, comme si on parlait à un miroir. Et c'est un peu des conversations qu'on a avec soi-même. Et qu'est-ce que ça vient foutre dans une demande, dans un procès, ou dans autre chose, ou dans une enquête, effectivement, on va vers quelque chose de très inquiétant sur la police de la pensée, vous alliez dire presque, non? Oui, la pensée, mais aussi le droit de penser, la confidentialité de ces données, la privacy. Je ne trouve pas le mot français pour dire ça, mais et puis à la liberté tout court finalement. Moi, j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai jamais eu si peu de liberté. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Le moindre truc qu'on fait est fiché, classé, etc. Et je le sais pertinemment. Et c'est, je crois, pour ça que vous m'appelez aujourd'hui, parce que j'ai fait un papier justement sur le droit au silence. Meta, TikTok, Facebook, des monstres statistiques voraces. Alors face à cela, il y a une résistance. Vous expliquez qu'il est possible de résister par le silence. Oui, en réalité, si vous voulez, je vais vous la faire un peu thriller philosophique, mais il y a un antagoniste, c'est l'IA prédictive. L'IA prédictive, c'est c'est toutes les IA qu'on connaît d'ailleurs. Elles font un peu la moyenne de tout. Mais l'IA, elle veut quoi? Avant, elle voulait du temps de cerveau, un peu comme je me souviens de cette phrase. Je crois que c'était Étienne Poujotte qui avait dit ça. Patrick Lelay qui avait dit cela. Ouais. Le temps de cerveau disponible. Finalement, l'IA aujourd'hui, c'est pas le temps de cerveau disponible qu'elle veut. Elle veut votre droit au futur. Et le mécanisme de tout ça, la mécanique qui est secrète, parce qu'évidemment, ils ne vont pas vous dire à quoi ça sert, c'est l'extraction du surplus comportemental. On nous vole nos émotions avant même qu'on les ressente. Alors, c'est moins flagrant en France, mais dans les pays en Asie, c'est beaucoup plus fort. Aux États-Unis aussi, des jeunes qui sont très isolés, mais il y en a en France aussi, beaucoup, mais c'est beaucoup plus fort en Asie. Mais ça va, vous savez très bien que tout ce qui est aux États-Unis et en Asie arrive très vite en France, ont des boyfriends ou girlfriends virtuels et donc partagent leurs émotions avec un robot finalement qui leur répond un peu ce qu'ils ont envie d'entendre, puisqu'il fait un peu la moyenne de tout ça, excusez-moi. Et l'issue à tout ça, l'issue de ce cours, je dirais, c'est de devenir ce que j'appelle le glitch. C'est de devenir l'anomalie silencieuse dans la matrice des données, parce que l'IA, c'est un outil, ça doit pas être le répertoire public de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on ressent, ça doit pas être je veux dire, quand on fait tout un discours sur la RGPD, la privacy des données, etc., ça me paraît complètement fou qu'on laisse ça en place. Et c'est pas parce qu'on va faire un réseau social européen appelé W contre X. Je veux dire, c'est quand même, c'est d'un niveau intellectuel lamentable. C'est complet, on le sait d'avance. Mais non, mais attends, il y a déjà Blue Sky, ça va être un four, ça va faire un four. C'est des conneries. Excusez-moi, pardon, je vais reprendre mon langage, mais
Enfin, c'est quoi? C'est un énarque qui a pensé ça dans un bureau. Il s'est dit on va faire W. Mais enfin, c'est complètement absurde. Et puis le fric cramé là-dedans. Je croyais qu'on avait plus d'argent. Non mais quand je vois les impôts que enfin bon, non, je vais pas dire ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, François Gombert. Alors j'aimerais que l'on parle. Vous dites que la surveillance est devenue l'impôt des pauvres, l'opacité, le privilège des riches. C'est passionnant parce qu'en réalité, on voit bien que ceux qui s'étalent sur les réseaux sociaux, qui sont à longueur de temps sur Facebook, je parle beaucoup de Facebook qui est très symptomatique parce que X amène encore des gens qui ont une certaine maturité, qui échangent, qui ont une peut-être maturité pour faire le tri. Facebook, dans des villes moyennes, voilà, en province, c'est des gens d'une 50, soit 60, 70 ans, c'est devenu comme une sorte d'impôt des pauvres. Oui, alors, qui donne leur temps. L'impôt des pauvres, et c'est, alors, il y a un paradoxe incroyable, c'est que moi, c'est ce que j'appelle le vibe capitalisme. C'est pas moi qui ai inventé ce terme, hein, c'est un terme qui a été inventé par Shoshana Zuboff, qui est dans le livre Le capitalisme de surveillance. L'idée, c'est qu'en fait, on a dépassé l'économie du clic. Avant, on était vraiment sur il faut cliquer sur une pub, il faut cliquer sur un lien, il faut arriver sur une page. Et là, l'IA, elle capte les données collatérales. Les données collatérales, c'est quoi? C'est la pression du doigt, la vitesse du scroll. Si vous faites de l'IA vidéo, un peu comme un FaceTime ou un truc sur WhatsApp, une conversation vidéo, ça peut aussi voir la dilatation de vos pupilles, vos émotions, comment vous bougez le visage, etc. Donc aujourd'hui, le vibe capitalisme ne vend plus un produit ou un profil, donc on injecte une vibration, d'où le vibe, l'indignation, la peur, le désir. Et au moment exact où vous êtes vulnérable, finalement, l'algorithme ne vous suit pas, et ben il va vous précéder. Donc l'IA va connaître vraiment, et je pense surtout aux ados quand je sais qui font beaucoup de vidéos ou qui parlent plutôt que d'écrire, c'est extrêmement effrayant. Et dans les neurosciences, on parle beaucoup d'alexithymie numérique. C'est un concept de Peter Sifneos, qui date des années 70, je crois, mais il ne semble pas me tromper. L'idée, c'est l'incapacité qu'on a aujourd'hui, et ça, c'est pas que pour les adolescents, hein, c'est assez global, sauf pour les Britanniques peut-être qui ont toujours été comme ça. Bon, ça c'était une blague, mais pas tant que ça. C'est l'incapacité à identifier et à nommer ses propres émotions. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est en nous bombardant de vibes, donc les émotions des autres sur les réseaux, et ça va du je partage mon émotion, je vais bien, je vais mal, etc. Mais ça peut aller jusqu'à du harcèlement très très violent. Et en fait, le système IA, le système numérique, court-circuite notre introspection. Et on devient plutôt des vampires, quoi. On est saigné comme ça, à blanc, je dirais. On est vampirisé. C'est pas nous qui sommes des vampires, ce sont les IA qui sont des vampires. Oui, pardon. C'est ce que vous voulez dire, évidemment. Oui, vous avez tout à fait raison. Pardon. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de plus en plus de gens, j'ai remarqué, alors là, socialement, les gens qui sont encore sur Facebook ne publie pratiquement rien, observe ce qui se passe, voilà. Plus la classe sociale veut montrer qu'elle est basse ou qu'elle a envie d'exister, plus elle publie beaucoup. Ça sont des études vraiment qui sont faites. Et il y a encore un phénomène maintenant où les gens quittent Facebook. À force de ne plus rien publier, de ne plus rien voir, ils s'en vont progressivement. Est-ce que ce sont des gens qui ont tendance à se protéger physiquement, moralement? Alors, alors il y a peut-être une part de ça. Je pense que Facebook n'a pas su, enfin Meta en tout cas, n'a pas su renouveler finalement son offre en tout cas son offre de service ou sa proposition sur Facebook, comme il l'a fait sur Instagram, où il a pivoté de système plusieurs fois. Instagram qui n'était pas du tout à la base comme ça, et qui a encore changé de modèle avec un flux très chaotique pour générer plus d'engagement et de découverte, c'est-à-dire passer plus de temps à scroller.
ou Thread qui est donc aussi de Meta, hein, qui dépend d'Instagram mais qui est aussi une marque de Meta, qui a dépassé l'audience de X, anciennement Twitter. C'est très récemment, hein, je crois que ça date de 15 jours. Donc les gens quittent Facebook, bah oui, je pense surtout parce qu'il s'y passe plus rien, et puis c'est difficile d'avoir quelque chose à dire tout le temps d'intéressant. Moi je dis souvent à mes clients, quand j'accompagne des dirigeants ou des politiques, si l'information que vous voulez donner, vous la donneriez pas aux 20h de TF1, ne faites pas un tweet, quoi. Bah oui, ça c'est plutôt du bon sens. Si c'est faire un tweet pour faire du remplissage, ça sert à rien, ça les dessert. Il vaut mieux avoir l'air intelligent une fois que con 20 fois. Enfin, il faut de la densité, il faut du fond, il faut être vrai, il faut avoir un peu de. J'avais fait vous me parlez de ce poste-là, mais j'avais fait, si vous voulez être influent, soyez une andouillette 5K. C'était pour rire, mais en gros, ce que ça disait en fond, c'était il faut de l'épaisseur, il faut un peu de rugosité, il faut de la vérité, il faut un peu de surplus de gras, un peu de surplus de soi, un peu de surplus d'émotion. Il faut quelque chose. Sinon, c'est lisse. Ce qui est intéressant, c'est vrai, mais dans votre analyse, c'est que le scroll, donc favorisé par Facebook ou Instagram, par exemple, oui. Scientifiquement, vous rappelez, conçu pour éteindre le DMN. Oui. C'est-à-dire dans notre cerveau, le siège de la créativité, de la synthèse et de la construction. Ouais, Or, c'est ce que ça veut dire effectivement, ouais. qu'en réalité, les publicités, les messages ne sont pas retenus. Donc ça sert à rien pour une marque. Pareil, j'ai fait un article récemment où j'invitais les gens à faire un test, ouvrir leur LinkedIn, le faire défiler pendant 20 secondes et regarder le nombre de logos qu'ils avaient vus, identifiés ou likés. Dans 99% des cas, c'est 0. Parce qu'aujourd'hui, les logos, ça ne parle plus du tout. Alors, tout le monde veut mettre son logo partout, etc. Sauf que les logos, ça marche plus du tout. Il faut au moins avoir une marque très, très forte comme McDonald's. Ils ont même plus besoin de mettre leur logo. Ils mettent un paquet de frites. On sait que c'est McDo. Mais 99% des marques, en fait, elles n'existent pas. Aujourd'hui, il faut qu'elles existent par l'incarnation, par quelqu'un, pas des porte-paroles. Des porte-paroles qui vont répéter la même chose comme des perroquets, mais des porte-voix, des gens qui Xavier Niel, par exemple, pour Free. Xavier Niel, oui, très bon exemple. Xavier Niel qui est une personnalité, mais aussi un personnage, et qui joue le jeu. Xavier Niel, j'ai eu la chance de parfois échanger des mails avec lui. C'est quelqu'un qui vous répond systématiquement, même quand vous lui envoyez même pour vous dire non. Souvent pour vous dire non d'ailleurs. Mais qui ne tente rien n'a rien. Vous m'aviez posé une question tout à l'heure sur les riches et je ne vous ai pas répondu, excusez-moi. Oui, le nouveau luxe finalement aujourd'hui, c'est le silence, c'est l'anonymat, c'est le temps. Le vrai luxe, c'est le temps. C'est pas d'avoir des notifications en permanence, c'est de pas être surveillé, de pas être fiché. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des dumbphones revenir. Donc, des dumbphones, c'est vraiment des téléphones où il n'y a pas de 4G, de 5G, de 6G, de 7G ou que sais-je. C'est des téléphones pour téléphoner vraiment ou envoyer un SMS, quoi. C'est vraiment le retour au Nokia 3310, quoi. Et ça, les gens qui ils veulent pas se mettre en retrait de la société, mais ils veulent rester dans leur environnement, dans leur écosystème, dans leur bulle, avec les gens qui sont fortement qui sont de leur ego selon eux, mais avec leur réseau, et ils n'ont pas du tout envie de participer à ce grand cirque désinformationnel. Et informationnel pour les gens qui surveillent tout ça ou qui font des fiches. Encore une fois, je ne sais pas si on est vraiment fiché là-dessus, mais très vite ou dans un avenir proche, je pense qu'on le saura. Vous savez, François Gombert, on va terminer là-dessus. Toute notre conversation me fait penser à la chose suivante. Vous avez une belle plage avec les gens qui sont sur leur serviette de plage, la classe moyenne. Elle est sur sa serviette de plage, elle se croit très branchée,
Elle fait des photos en permanence qu'elle partage sur Instagram, du rocher, de la plage, du maillot de bain, du resto de plage. Et ça scrolle à longueur de temps sur le smartphone en oubliant tout. Et vous avez au loin, 500 mètres, 800 mètres plus loin, un yacht avec une personne cultivée, riche, qui a peut-être quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années. Il est avec son, comme vous le dites, son téléphone, qui n'est qu'un téléphone, qui lit les Échos, et là, est, par exemple, pour l'Essentiel, voilà, ou le Figaro, qu'on lui a amené, en version papier, même à 50 ans, qui a fini, et qui se repose, et qui réfléchit. Oui, alors ce que vous décrivez pour les gens qui sont sur la serviette de plage, c'est qu'en fait, pardon, je continue, oui, c'est la perte des émotions, c'est finalement ce que disent des médecins sur l'addiction aux écrans chez les jeunes. Est-ce qu'on n'est pas simplement face à un problème de santé publique, un peu comme le tabac dans les années 70 ? Je pense que c'est même plus profond qu'un problème de santé publique ou d'addiction. Le tabac s'attaque à nos poumons, ou il s'attaque toujours à nos poumons pour ceux qui fument. Le vibe capitalisme s'attaque à notre ontologie, à ce qui fait de nous des êtres singuliers. Si ce n'était qu'une addiction ou une simple détox suffirait, bon voilà. Ici, le besoin de notre alexithymie, pardon, j'utilise encore ce terme, mais il est très précis. Il a le besoin que nous soyons incapables de nommer nos émotions pour pouvoir nous en vendre des clés en main. Et quand on ne sait plus identifier ses propres émotions, sa nostalgie, sa mélancolie, sa joie, eh bien, on devient un terminal passif. Et on ne reçoit plus une information, on reçoit une vibration de remplacement. Ça, c'était pour la première partie de l'image. Et la deuxième partie de l'image, le gars sur son... la seconde partie de l'image, vous l'avez bien compris, c'est des gens qui ont compris qu'ils avaient droit à leur futur, qui voulaient garder la main sur leur imaginaire, sur leur réflexion, qui peuvent se permettre le luxe d'avoir le temps, et le temps, c'est le vrai luxe, et qui peuvent rester dans le silence. Le silence et le temps, c'est du luxe. Et finalement, le silence, c'est pas ne rien dire, c'est pas ne pas penser, c'est pas ne pas avoir d'idées ou de réflexion. Le silence, c'est aussi un choix de dire, mais moi, j'ai pas besoin de dire toutes les 5 minutes sur Twitter ce que je pense, moi, j'ai besoin de vivre. Vous m'avez cité le FIG, je crois, le Figaro papier. Oui, voilà. Ou les Échos, ou l'Opinion, peu importe. Oui, ou les Échos, ou l'Opinion, mais enfin bon, peu importe le journal. Encore que, mais enfin bon, peu importe le journal, voilà, il est le miroir que les gens sur la plage ont, qui peut être TikTok, ou une IA générative, ou une IA prédictive type Meta TikTok, c'est son miroir, et la personne sur le yacht, son miroir, c'est le miroir de la réflexion, c'est celui d'un journal avec du fond, de la densité, de la profondeur, qui lui permet de structurer sa réflexion, son imaginaire. Et cette personne-là, elle n'a pas besoin de faire des tweets ou des threads ou je ne sais quoi. Elle s'enrichit intellectuellement, et elle ne partage pas, voire ne vend pas son âme et sa réflexion à des grands géants des réseaux sociaux, des IA, et à des serveurs qui sont le plus souvent, voire très très souvent, stockés, ou en tout cas placés à l'international, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Merci François Gombert. C'était passionnant comme conversation. Vous êtes stratège, influenceur, on l'a bien compris. Stratège, vous l'êtes réellement quand on vous écoute. Spécialiste en gestion de crise, fondateur de l'agence Thinkwise, du réseau Engagement. On vous trouve facilement sur les réseaux, François Gombert. Vous continuez de travailler avec des très grandes marques que vous conseillez. Merci encore pour cette analyse du temps que vous m'avez consacré. C'était passionnant. Merci François. Merci à vous Yannick. Merci. N'hésitez pas à me recontacter. C'est pas toujours un plaisir.